Non plus, ça n'est pas affligeant, je ne pleure pas. Qu'est-ce que j'ai réussi? On ne réussit jamais que par rapport à ce qu'on... Sur l'île lointaine des Marquises, au milieu du Pacifique, Jacques Brel avait trouvé refuge. Là, le tumulte des applaudissements et des projecteurs n'était plus qu'un écho effacé par le bruit des vagues et le souffle du vent marin. L'homme qui avait incendié les scènes de l'Olympia et de l'Europe entière, l'homme qui chantait avec ses tripes et son âme, choisissait le silence et l'horizon infini. Mais même loin du monde, son cœur restait habité par des voix, par des présences qu'il n'avait jamais cessé d'admirer. Car derrière chaque mot qu'il écrivait, derrière chaque cri, lancé au public, résonnaient les influences et les ombres d'autres artistes qu'il portait en lui. Jacques Brel n'était pas qu'un auteur-compositeur fulgurant, il était aussi un témoin, un héritier, un admirateur profond de ceux qui, avant lui ou à ses côtés, avaient ouvert la voie. Dans ses conversations privées comme dans ses confidences publiques, il évoquait souvent ces figures tutélaires. Il y avait chez lui une humilité rare, celle de reconnaître que son feu intérieur avait été nourri par les flammes des autres. Ces artistes, il ne les admirait pas à demi-mot. Leur art l'émerveillait, leur audace l'impressionnait, leur sincérité l'obligeait à toujours se dépasser. Certains étaient des compagnons de route, d'autres des légendes qu'il avait contemplées de loin. Tous avaient en commun d'avoir marqué son âme, et à travers elle, la chanson française tout entière. Aujourd'hui, en retraçant ce fil secret, nous allons découvrir 6 noms, 6 artistes que Jacques Brel tenait en haute estime, 6 visages qui l'ont façonné autant qu'il a fasciné les autres. Certains choix paraîtront évidents, d'autres plus inattendus. Mais chacun raconte une part de vérité sur Brel, sur ses combats, sur ses contradictions et sur la tendresse infinie qui se cachait derrière ses colères. Et le dernier nom, celui-là vous ne l'auriez jamais deviné. Quand Jacques Brel évoquait Georges Brassens, il le faisait toujours avec une admiration profonde. À première vue, tous les opposaient. Brassens était l'homme discret, assis avec sa guitare voix basse et ironie tendre, tandis que Brel enflammait les scènes corps tendus, gestes immenses, voix déchirées. Pourtant, entre eux, il n'y avait ni rivalité ni jalousie, mais une reconnaissance mutuelle. Brel voyait en Brassens un modèle d'intégrité. Il admirait son refus absolu de céder aux modes, son attachement à la poésie pure, à cette simplicité qui touchait sans artifice. Brassens est un seigneur, disait Brel, et cette phrase résumait tout. Derrière la moustache et la pipe se cachait une noblesse de cœur et d'esprit que Brel respectait infiniment. Leur relation était faite de contrastes. Brel brûlait sur scène comme un incendie, Brassens murmurait comme un ami au coin du feu. Mais cette différence, loin d'éloigner Brel, l'inspirait. Pour lui, Brassens prouvait qu'il existait 1000 façons d'être authentique. L'un criait sa vérité, l'autre la glissait dans un sourire malicieux. Dans les deux cas, c'était la sincérité qui triomphait. Brel admirait aussi la cohérence de Brassens, une guitare, quelques mots choisis, et le monde entier restait suspendu. Dans un univers où le spectacle pouvait parfois se perdre en artifice, Brassens incarnait une fidélité rare. Cette constance impressionnait Brel, lui, qui au contraire se consumait dans l'instabilité et l'excès. Placer Brassens parmi les artistes qu'il respectait le plus, c'était pour Brel une manière d'affirmer son propre credo seul contre l'honnêteté artistique. Peu importe le style ou la forme, l'important est de rester vrai. Et en cela, Brassens demeurait pour lui un phare, une conscience tranquille. Ainsi, derrière l'image volcanique de Jacques Brel, il y avait toujours ce regard tourné vers Georges Brassens, compagnon de route et figure de fidélité. 2 visages différents, mais un même amour inconditionnel pour la chanson et la vérité des mots. Pour Jacques Brel, Édith Piaf représentait l'incandescence à l'état pur. Lorsqu'il parlait d'elle, c'était toujours avec une sorte de respect mêlé de fascination. Piaf, la môme, avait cette capacité unique de chanter avec tout son être. Elle ne se contentait pas d'interpréter un texte, elle vivait chaque mot comme si sa vie en dépendait. C'était cette intensité, cette vérité brute que Brel admirait par-dessus tout.
Leurs parcours semblaient se croiser dans une même logique de destin tragique et flamboyant. Comme Brel Piaf brûlait les étapes vivant, vite intensément, sans jamais calculer. Elle avait connu la pauvreté, la rue, les blessures du cœur et du corps, et elle transmettait tout cela dans sa voix éraillée. Brel voyait en elle une artiste qui n'avait jamais triché, une femme qui avait transformé ses douleurs en hymnes universels. Sur scène, Piaf hypnotisait le public. Elle pouvait rester immobile, bras serrés contre elle, et pourtant remplir la salle entière d'une émotion qui foudroyait. Brel, de son côté, bougeait sans cesse, projetant son corps en avant, mais il reconnaissait que Piaf obtenait le même effet par la seule force de sa voix et de sa présence. Cette économie de gestes, cette puissance nue, l'impressionnait profondément. Il admirait également sa générosité envers les jeunes artistes. Piaf avait tendu la main à de nombreux chanteurs en devenir et Brel savait qu'elle avait contribué à façonner une génération entière. Elle avait ouvert des portes, encouragé les timides, poussé les talentueux vers la lumière. Brel, qui connaissait les doutes et la solitude des débuts, ne pouvait qu'admirer cette capacité à offrir aux autres la chance qu'elle-même avait dû arracher. Au-delà de l'artiste, Brel respectait chez Piaf l'incarnation de la chanson française dans ce qu'elle avait de plus universel, la vérité des émotions. Piaf n'avait pas besoin de décors grandioses ni de mise en scène compliquée. Sa voix suffisait. Et c'était précisément cette authenticité que Brel cherchait lui aussi dans son propre art, dire l'essentiel sans détour. Placer Édith Piaf parmi les figures qu'il admirait le plus, c'était pour Brel reconnaître en elle une sœur d'âme. Tous deux portaient en eux la fragilité de l'existence, mais aussi la force de la transformer en art immortel. Pour Brel, Piaf n'était pas seulement une chanteuse, elle était le cœur battant de la chanson française. Dans l'univers de Jacques Brel, Barbara occupait une place particulière. Elle n'était pas seulement une collègue de scène, mais une âme sœur artistique. Surnommée la Dame en Noir. Barbara chantait ses blessures et ses silences avec une intensité feutrée qui fascinait Brel. Là où lui explosait comme un volcan, elle se consumait comme une flamme discrète, et c'est précisément cette retenue habitée qu'il admirait. Leurs chemins se sont souvent croisés dans les coulisses du métier, et une complicité subtile s'était installée. Brel voyait en Barbara une femme d'une sincérité absolue qui ne cherchait jamais l'effet gratuit. Sa voix fragile mais pénétrante portait une vérité qui bouleversait. Chaque chanson de Barbara ressemblait à une confession murmurée au creux de l'oreille, et Brel, qui aimait hurler ses vérités au monde, reconnaissait là une autre voix tout aussi légitime et puissante. Ce qui le touchait particulièrement, c'était la manière dont Barbara transformait la solitude en art. Elle en faisait une matière poétique, un espace intime partagé avec le public. Pour Brel, qui connaissait lui aussi l'angoisse des nuits blanches et l'écho du vide intérieur, cette démarche était admirable. Il se sentait proche d'elle dans cette lutte pour donner un sens à la douleur. Barbara incarnait aussi un courage singulier. Dans un milieu dominé par les hommes, elle s'était imposée par la seule force de son univers, sans jamais renoncer à sa singularité. Cette fidélité à elle-même, cette élégance sombre, inspirait le respect de Brel. Elle prouvait qu'il était possible d'être à la fois vulnérable et indestructible. Dans l'admiration de Brel pour Barbara, il y avait donc plus qu'un respect professionnel, une reconnaissance intime. Il savait que, comme lui, elle avait choisi l'art comme exutoire, comme refuge, comme arme contre le désespoir. Deux trajectoires parallèles, deux cœurs solitaires, mais une même quête d'absolu. En plaçant Barbara parmi les artistes qu'il admirait le plus, Brel rendait hommage à cette sœur d'ombre et de lumière. Et peut-être que dans le silence des marquises, il se souvenait parfois de sa voix grave, comme un murmure venu d'une autre nuit, lui rappelant que l'art véritable naît toujours de la fragilité la plus profonde. Entre Jacques Brel et Charles Aznavour, il y avait une fraternité mêlée d'admiration et de rivalité discrète. Tous deux venaient d'horizons modestes, tous deux avaient dû lutter pour imposer leur voix singulière. Aznavour, avec son phrasé souple et sa silhouette frêle, incarnait la persévérance.
Brel, volcanique et impatient, voyait en lui un exemple de ténacité et de réinvention. Ce qui impressionnait Brel chez Aznavour, c'était d'abord sa capacité à durer. Dans un métier impitoyable, où les modes passent vite, Aznavour ne cessait de se renouveler. Il osait des orchestrations inattendues, abordait des thèmes que d'autres n'osaient pas toucher. Brel admirait cette audace tranquille, moins flamboyante que la sienne, mais tout aussi courageuse. Leur style différait profondément. Brel projetait son corps, hurlait ses émotions comme des orages. Aznavour lui susurrait parfois, glissait des nuances infinies dans sa voix. Pourtant, Brel reconnaissait que cette subtilité avait un pouvoir redoutable. Elle pénétrait le cœur en douceur, là où ses propres cris frappaient comme des éclairs. Pour lui, Aznavour représentait l'autre face de la chanson, la délicatesse au service de l'intensité. Il y avait aussi le respect de l'auteur pour l'auteur. Aznavour avait écrit des centaines de chansons, explorant tous les registres, l'amour, l'exil, le temps qui passe. Brel, qui soignait chaque mot comme une arme ou une caresse, voyait en lui un véritable artisan du verbe. Leur art reposait sur la même conviction, les mots, lorsqu'ils sont justes, peuvent bouleverser des générations. Dans le regard de Brel, Aznavour symbolisait également la force du travail acharné. Rien n'avait été facile pour lui. Sa voix fut longtemps critiquée, son physique jugé ingrat. Mais par la volonté, il avait conquis le monde. Brel, qui se consumait vite et refusait parfois les compromis, admirait cette endurance qui lui faisait défaut. Placer Aznavour parmi ses grandes admirations, c'était pour Brel reconnaître que la chanson ne se limite pas à une explosion de passion. Elle peut aussi être une longue marche patiente et obstinée. Et dans cette marche, Aznavour avait ouvert un chemin que beaucoup suivraient après lui. Ainsi, entre l'éclair Brel et la flamme Aznavour, se dessine une complicité silencieuse. Deux artistes différents, mais un même désir, dire la vérité de l'âme humaine, chacun à sa manière. Dans la constellation des chanteurs-poètes, Jacques Brel regardait Léo Ferré avec un mélange d'admiration et de vertige. Ferré était l'anarchiste flamboyant, le démiurge, qui transformait la chanson en manifeste. Là où Brel projetait ses passions intimes, Ferré portait la révolte du monde entier. Et c'est précisément cette liberté intransigeante que Brel respectait tant. Ferré ne chantait pas seulement l'amour ou la douleur, il clamait la révolte contre l'injustice, l'ennui, la résignation. Ses chansons, souvent longues, lyriques, étaient comme des poèmes mis en musique, des cris contre l'ordre établi. Brel, qui aimait le théâtre des sentiments humains, admirait cette capacité à élever la chanson à un niveau presque politique, métaphysique. Pour lui, Ferré avait donné à la chanson une puissance prophétique. Leur relation faite de respect n'était pas dénuée de distance. Brel savait qu'ils venaient de mondes différents. Ferré cultivait l'image du solitaire rebelle méfiant envers les institutions, les médias, les modes. Mais cette cohérence, cette fidélité à lui-même fascinait Brel. Lui qui avait parfois douté, hésité, voyait en Ferré une incarnation de l'absolu. Ce que Brel admirait surtout, c'était l'exigence de Ferré envers les mots. Chaque vers chez lui résonnait comme une déflagration, chaque phrase était une provocation poétique. Brel se reconnaissait dans cette passion pour la langue, dans ce désir de sculpter les mots jusqu'à leur donner une force brute. Mais là où Brel cherchait l'émotion immédiate, Ferré cherchait l'éternité du verbe. Deux chemins différents, mais une même intensité. Ferré représentait pour Brel une forme de courage artistique. Il ne cherchait ni l'approbation, ni la popularité facile. Il allait au bout de sa vision, même si cela signifiait rester en marge. Brel, conscient de ses propres compromis avec le public et les tournées, admirait cette radicalité. Ferré, c'était la chanson sans concession, la poésie à l'état pur. En inscrivant Léo Ferré parmi les artistes qu'il admirait le plus, Brel reconnaissait une vérité essentielle, l'art ne doit pas flatter, il doit bousculer. Ferré incarnait ce rôle d'éveilleur, celui qui, par ses mots et sa voix, rappelait aux hommes qu'ils pouvaient être libres. Et pour Brel, qui cherchait lui aussi à libérer les émotions enfouies, cette mission avait quelque chose de sacré. À première vue, voir Jacques Brel admirer Maurice Chevalier peut surprendre. Tout semblait les opposer. Chevalier était l'incarnation du music hall léger, du sourire charmeur sous le canotier, alors que Brel se consumait dans des textes âpres,
et passionné. Mais c'est précisément cette différence qui éveillait chez Brel un profond respect. Maurice Chevalier représentait pour lui la figure du patriarche, celui qui avait porté la chanson française sur les grandes scènes internationales bien avant que Brel-Aznavour ou Piaf ne prennent le relais. Avec sa gouaille et sa décontraction, il avait su séduire le public de Paris, de Londres et d'Hollywood. Brel, qui voyait la scène comme une arène où il fallait donner sa vie, admirait chez Chevalier la facilité apparente, la grâce d'un homme qui transformait chaque geste en spectacle. Ce qu'il respectait avant tout, c'était la longévité et la constance. Chevalier avait traversé plusieurs décennies sans perdre son éclat, s'adaptant aux époques tout en gardant sa signature. Pour Brel, qui savait qu'il n'irait pas au bout d'une longue carrière scénique, cette endurance avait quelque chose d'admirable, presque d'envieux. Il y avait aussi chez Chevalier une dimension populaire que Brel appréciait. Ses chansons simples, en apparence, touchaient toutes les générations. Il n'avait pas besoin de lyrisme excessif pour rassembler son sourire, et sa voix suffisait. Brel, qui cherchait sans cesse à se dépasser et à bouleverser, voyait en lui l'autre vérité de l'art. Parfois, la légèreté a autant de valeur que la gravité. Enfin, Brel admirait chez Chevalier l'ambassadeur, celui qui, par sa carrière, avait donné à la chanson française une visibilité mondiale. Il avait ouvert une voie, montré qu'un artiste francophone pouvait conquérir les foules au-delà des frontières. Brel savait que, d'une certaine façon, il marchait lui aussi dans les pas de ce pionnier. Placer Maurice Chevalier au sommet de cette liste, c'était pour Jacques Brel un hommage discret mais sincère. Derrière le volcan de ses propres chansons, il reconnaissait en Chevalier un maître d'élégance, un bâtisseur de ponts entre la France et le reste du monde. Et peut-être qu'au fond, Brel admirait chez lui ce qu'il n'avait jamais su être un homme de légèreté, de constance et de sourires indestructibles. Sur l'île des Marquises, Jacques Brel avait choisi le silence. Pourtant, ce silence n'était pas un effacement, mais une résonance. Car dans son cœur, les voix de ceux qui l'admiraient continuaient de chanter. Brassens, le seigneur des mots simples. Piaf, la flamme incandescente. Barbara, l'ombre lumineuse. Aznavour, l'artisan infatigable. Ferré, le prophète rebelle. Et Chevalier, le patriarche souriant. 6 artistes, 6 miroirs dans lesquels Brel avait reconnu une part de lui-même. En les admirant, il révélait aussi sa propre vérité, celle d'un homme qui savait que l'art n'est jamais solitaire. Chaque chanson naît d'un écho, chaque cri se nourrit d'une voix venue d'ailleurs. Brel, que l'on croyait isolé dans son volcan intérieur, n'avait cessé de tendre l'oreille vers les autres. Son admiration était une manière de rendre hommage, mais aussi de transmettre. Il disait en filigrane « Regardez-les, écoutez-les, ce sont eux qui m'ont appris à être moi-même. » Ainsi, son héritage ne se limite pas à ses propres chansons. Il réside aussi dans cette chaîne invisible d'admiration et d'influence qui relie les artistes à travers le temps. Et aujourd'hui encore, lorsque résonne « Ne me quitte pas », on entend derrière la voix de Brel l'écho de Piaf, de Brassens, de Barbara d'Aznavour, de Ferré, de Chevalier. Comme si son chant contenait déjà celui des autres, et que dans cette polyphonie secrète se jouait l'éternité de la chanson française.